juste un mot, et puis je vais laisser la parole à Adélaïde et Jessica pour qu'elles se présentent. On est sur un texte majeur, hein. On est sur un texte qui est aussi important que l'a été la LME. Ce texte, s'il est adopté, on vous dira tout ce qu'il faut savoir sur son adoption, c'est vraiment un texte qui devrait modifier en profondeur les relations fournisseurs-distributeurs. Donc une vraie nouvelle page devrait s'ouvrir avec des impacts business importants. Voilà, je voulais juste vous préciser ça avant qu'on commence. Adélaïde, vous voulez vous présenter? Oui, oui, ça marche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis avocate depuis 8 ans avec une expérience assez développée donc en droit de la distribution, droit de la concurrence, avec très au fait des relations fournisseurs-distributeurs. Et comme le disait Nicolas, donc j'ai eu la joie de rejoindre le cabinet Loi et Stratégie en juin dernier. Et voilà, on partage la même passion du métier et la même vision, à savoir que le droit, ça doit être un outil de négociation commerciale, qu'il faut voir le droit comme quelque chose de pragmatique et d'accessible. Et c'est vrai que la proposition de loi Besson-Moreau, qui a été discutée devant l'Assemblée nationale et le Sénat depuis mon arrivée, a été un bon sujet de réflexion donc, entre nous pour identifier les différentes opportunités qu'elle pouvait avoir pour nos clients dans leur négociation commerciale. Voilà, donc je laisse la parole à Jessica. Merci. Donc ravie de tous vous retrouver ce soir pour ce sujet qui se promet très intéressant. Donc moi je suis avocate depuis 3 ans avec Nicolas en fait. Donc comme Nicolas vous l'a expliqué, on travaillait ensemble dans un ancien cabinet et on a créé Loi et Stratégie il y a 2 ans. Et j'interviens en droit des affaires avec une spécialité droit de la distribution, droit des contrats, consommation et une partie concurrence, mais qui est aussi animée par d'autres membres de l'équipe du cabinet. Donc moi, je suis vraiment spécialisée sur la relation fournisseur-distributeur. Et donc, on accompagne les clients un peu à toutes les étapes de l'élaboration des CGV, aux négociations des contrats, à la rédaction des avenants, et puis après sur toutes les questions relatives à l'exécution de ces contrats. Ok, et puis on a trois autres personnes qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Anthony Bourgerie et Marion Lothar qui sont en charge du pôle concurrence pour le cabinet, et Isabelle Manouvrier qui nous accompagne et qui est notre office manager. Voilà, on commence? Oui. Donc, où en est l'adoption de la loi? C'est la grande question qu'on se pose. Aujourd'hui, le texte, donc, il a été voté devant l'Assemblée nationale une première fois le 24 juin à l'unanimité. Puis, il a fait l'objet d'un nouveau texte devant la Commission des affaires économiques du Sénat le 15 septembre. Et après des débats, donc les 21 et 22 septembre, il a été adopté en première lecture par le Sénat. Donc la prochaine étape, c'est la réunion d'une commission mixte paritaire le 4 octobre prochain. Donc aujourd'hui, comme le texte est déjà passé devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat, on a également la position du gouvernement. On a une vision de pas mal de dispositions qui devraient être mises en place. Toutefois, voilà, s'il n'y a pas un consensus lors de la commission mixte paritaire, il pourra y avoir une nouvelle lecture devant l'Assemblée nationale et le Sénat pour statuer définitivement. Donc le vote définitif devrait être au cours du mois d'octobre. Donc les deux prospections en termes de calendrier auxquelles on peut s'attendre, elles vont être liées à l'issue de la commission mixte paritaire. Donc si la commission mixte paritaire est conclusive, donc c'est-à-dire si le Sénat et l'Assemblée nationale s'accordent sur un texte commun, il y aura uniquement une lecture à l'Assemblée nationale du texte le 6 octobre, puis une lecture au Sénat le 14 octobre. Et sous réserve donc d'une saisine du Conseil constitutionnel et d'une éventuelle décision, la promulgation au journal officiel devrait avoir lieu dans les jours suivant la lecture au Sénat, donc suivant le 14 octobre.
Par contre, si le Sénat et l'Assemblée nationale ne se mettent pas d'accord sur un texte commun, si la CMP n'est pas conclusive, il y aura une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, une nouvelle lecture au Sénat, puis une lecture définitive à l'Assemblée nationale. Donc on sera dans un processus un peu plus long. Donc on espère qu'on sera plutôt dans le premier processus pour, pour arriver à anticiper un petit peu les négociations, même si on a quelques idées au moins sur l'avancée du texte. Oui, là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie volonté du gouvernement que le texte puisse être applicable aux négociations 2022. On en parlera quand on parlera de l'entrée en vigueur. Et donc, on peut espérer que dans la négociation, le gouvernement et donc la majorité présidentielle puissent lâcher un peu de lait sur certains sujets pour permettre effectivement de trouver un compromis avec le Sénat et d'avoir un texte, d'avoir un texte effectivement voté rapidement, parce que bien évidemment, on le sait, derrière ce texte, il y a l'enjeu de l'agriculture et que peut-être la FNSEA notamment ne comprendrait pas que pour un décalage de vue entre l'Assemblée et le Sénat, on perd quasiment 1 an de négociation. Parce que si on est dans la CMP non conclusive, franchement, on voit mal comment ça pourra s'appliquer aux prochaines négociations. Donc, comme l'a exprimé Nicolas, l'objectif du texte, c'est bien d'assurer une meilleure rémunération de l'agriculteur en tant que premier maillon de la chaîne de distribution. Donc, c'est sur toute cette axe que la loi a été adoptée et a été élaborée. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont être modifiés dans le cadre de la négociation commerciale. Et le premier point touche au CGV. Donc, il est introduit dans les conditions générales de vente un principe de transparence. Et donc, ce principe de transparence, il va concerner uniquement certains produits, donc des produits que nous, on appelle produits protégés. Sachant que la définition des produits protégés n'est pas la même selon l'Assemblée nationale et selon le Sénat. Donc, les produits protégés aujourd'hui devraient concerner donc, les denrées alimentaires et les produits alimentaires destinés aux animaux de compagnie. Sachant qu'il n'y a pas de condition, donc dans le texte qui a été voté par le Sénat, il n'y a pas de condition de volume quant à la matière première qui est représentée dans le produit alimentaire. Donc, selon le Sénat et le texte tel qu'il a été voté le 22 septembre dernier, sont considérés comme des produits protégés, des denrées alimentaires et des pet food, à partir du moment où elles sont composées de matières premières agricoles ou de produits transformés qui sont composés de plus de 50% de matières premières agricoles. Sachant que l'Assemblée nationale a introduit à l'inverse une condition de volume et que le gouvernement a donné son accord, enfin est favorable à la mise en place de cette condition de volume. C'est pour ça qu'on a mis le petit point vert, c'est la faveur du gouvernement. Donc selon l'Assemblée nationale, sera considéré comme un produit protégé qui fera l'objet d'une transparence dans les conditions générales de vente, les denrées alimentaires et produits dits pet food, à partir du moment où elles concernent des matières premières agricoles qui représentent plus de 25% en volume du produit alimentaire concerné, et qu'il s'agit d'un produit transformé composé de plus de 50% de matières premières agricoles qui représentent plus de 25% en volume du produit alimentaire concerné. Donc là, c'est vraiment les deux idées aujourd'hui et a priori, on se pencherait plus vers une condition de volume vu la position de l'Assemblée nationale. Oui, alors ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que là, il y a une grande opposition, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans la vision de l'Assemblée nationale, il y a seulement certains produits qui sont protégés, hein, la soupe aux 12 légumes, dont le légume le plus représentatif représente 15% du volume, il n'est pas dedans, alors que dans la vision du Sénat, c'est qu'il n'y a aucune raison de différencier entre la soupe aux 12 légumes et la soupe de tomates, clairement. Et ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une grande opposition du Sénat, et on comprend pourquoi, hein, parce qu'il peut y avoir une forme de rupture d'égalité. Hein. Regardez deux recettes, une recette à 25%, une recette à 24%, le régime juridique n'est pas le même pour ces deux produits.
on peut penser raisonnablement que le Sénat, c'est le cas de le dire, va mettre de l'eau dans son vin, l'Assemblée nationale, pardon, va mettre de l'eau dans son vin, et qu'on pourrait s'orienter vers une position qui serait par exemple des matières premières agricoles, pas une matière première agricole, mais des matières premières agricoles qui représentent plus de 25%. On pourrait même imaginer qu'ils disent des matières premières agricoles qui représentent plus de 10%. Qu'est-ce qu'ils écartent dans ce cas-là? Ben, en fait, le seul aliment qui rentre dans les produits, la seule matière première qui rentre dans les produits alimentaires et qui n'est pas une matière première agricole, c'est l'eau. Et donc, bien évidemment, si on avait par exemple le seuil de 25% des matières premières agricoles qui représentent plus de 25%, bah dedans, vous n'auriez pas de soda, parce que à notre connaissance, il n'y a pas de soda pour lequel il y a plus de 25% de matières premières agricoles. Bien sûr, vous n'auriez pas l'eau minérale, voilà, et vous n'auriez pas les produits à grand volume d'eau ajoutée, bien évidemment, hein, pas les produits qui ont à la base de l'eau. Voilà, c'est un peu l'opposition. On a quand même le sentiment qu'on s'oriente vers quelque chose où beaucoup de produits alimentaires seraient concernés. Nous, ce qu'on vous conseille à ce stade-là, c'est vraiment de savoir comment avoir l'information de la composition de vos produits. Parce que si finalement l'Assemblée nationale réussit à faire passer une version dure, il faudra bien trancher. Et même si la version elle est plus molle, peut-être que vous aurez certains produits qui seront à la limite parce que vous avez naturellement beaucoup d'ajouts d'eau. Voilà, donc vraiment c'est le point à travailler aujourd'hui. On en saura plus début octobre, mais dites-vous que la tendance, c'est quand même beaucoup de produits alimentaires concernés. Dans les deux cas, donc, il y a certains produits qui seront exclus par décret de ce principe de transparence. Aujourd'hui, dans le cadre des débats devant le Sénat, il a été évoqué la possibilité d'exclure les vins spiritueux, fruits et légumes frais. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui fera l'objet d'un décret dans un second temps. Et là-dessus, c'est vraiment la position du gouvernement dans les débats parlementaires qui nous permet de l'affirmer. Donc, ce principe de transparence, il va se formaliser de plusieurs manières. Donc, le Sénat et l'Assemblée nationale, encore une fois, ne sont pas totalement d'accord sur les modalités de mise en œuvre de ce principe de transparence. Donc, l'Assemblée nationale a introduit 3 options, donc 3 possibilités d'introduire de la transparence dans les conditions générales de vente. La première option, donc, c'est de la transparence forte, au terme de laquelle donc, on mentionne la part des matières premières agricoles dans la composition du produit alimentaire en pourcentage du volume et en pourcentage du tarif du fournisseur de façon détaillée. Donc, on a vraiment un détail sur la part des matières premières dans la composition du produit. La deuxième option, donc si l'industriel ne souhaite pas se soumettre à la première option, il peut choisir de mentionner uniquement la part agrégée des matières premières agricoles. Et enfin, la troisième option de l'Assemblée nationale est de ne pas préciser, ne préciser aucune information, donc aucune transparence dans les CGV concernant les matières premières agricoles, mais de prévoir l'intervention directe d'un tiers indépendant qui va contrôler que la négociation commerciale n'a pas porté sur la part des matières premières agricoles. Donc ça, c'est les 3 options mises en place par le texte tel que voté en juin par l'Assemblée nationale. Au Sénat, donc le Sénat prévoit uniquement 2 options. Donc on est vraiment dans un cadre plus restrictif, sachant que le gouvernement n'est pas favorable à la mise en place de 2 options uniques. Donc le Sénat introduit une option de transparence par laquelle l'industriel doit mentionner la part agrégée des matières premières en pourcentage du volume et pourcentage du tarif du fournisseur. Et s'il ne souhaite pas le mentionner, il fait intervenir un tiers indépendant. Par contre, la spécificité de ce tiers indépendant, c'est que pour le Sénat, le tiers indépendant ne peut être nommé dans les CGV que si les CGV font état d'une évolution de tarif par rapport à l'année précédente. Donc on est vraiment dans une vision beaucoup plus restrictive du Sénat, avec une obligation de mentionner la part agrégée des matières premières agricoles, et l'absence de transparence ne peut être justifiée que par une évolution du tarif du fournisseur par rapport à l'année précédente. Et dans ce cas-là, le tiers indépendant va intervenir pour certifier
la part de l'évolution qui résulte de l'évolution du prix des matières premières agricoles. Voilà, donc concrètement, ce qu'on aurait, c'est quelqu'un qui présenterait un tarif, par exemple, en évolution linéaire de 6%, et qui dirait, eh ben, j'ai un tiers qui certifie que 3% des 6%, enfin la moitié des 6%, 3 points, sont justifiés par l'évolution des matières premières agricoles. Ce serait ça? D'accord. Et du coup, on voit quand même que le Sénat a sans doute une vision plus pragmatique. Malgré tout, le gouvernement tient vraiment à ces 3 options. Et en plus, là où on espérait, puisque le gouvernement a été favorable au fait que le tiers indépendant certifie la part de cette évolution qui résulte de l'évolution du prix des matières premières agricoles, c'est Marie Buisson, on en discutait tout à l'heure et qui me l'a fait remarquer. Malgré tout, dans un amendement soutenu par le gouvernement, ils reviennent sur l'idée que le tiers indépendant qui aurait certifié que le besoin en fait du fournisseur viendrait à la fin des négos certifier que la négociation n'a pas porté sur la matière première agricole. Ça, franchement, on espère tous que ça va sauter parce que c'est ingérable. Si on demande à un tiers indépendant de certifier ce qui s'est passé pendant la négociation, c'est clair, ce tiers indépendant, il doit contrôler l'ensemble de la négociation. Donc le coût potentiel, mais il est faramineux. Enfin, franchement, entre nous, on est suffisamment nombreux pour monter une petite société de tiers indépendants et puis on fait ça. Non, c'est vraiment délirant. On ne peut pas avoir quelqu'un qui va attester la manière dont s'est réellement passée la négociation. Et si cette personne doit attester quelque chose, nous, on nous l'avait demandé. On a dit, OK, mais on contrôle tout. On contrôle absolument tout. C'est-à-dire, il n'y a pas un échange qui nous échappe, puisque dans un échange, il pourrait y avoir de, bon, OK, tu me fais cette remise de plus, mais on est d'accord, c'est une partie de ta hausse tarifaire que je reprends grâce à ça. Voilà, donc clairement, c'est pas, voilà, c'est pas envisageable. On espère que ça n'ira pas au bout parce que ce serait une vraie grosse difficulté pour les industriels et bien évidemment pour les distributeurs. Oui. Dans les 2 textes qui ont été votés par l'Assemblée nationale et par le Sénat, il est précisé que les CGV doivent mentionner s'il y a eu un contrat amont qui a été négocié sur les matières premières agricoles entrant dans la composition de la denrée alimentaire. Donc, oui, sans autre précision. Voilà. À notre avis, c'est vraiment pas très utile, mais enfin bon, on va pas s'apesantir là-dessus. Quelques petites informations sur le tiers indépendant. Donc, dans les 2 textes, il est précisé qu'il est astreint au secret professionnel. Il est également précisé que l'industriel doit quand même conserver les pièces pour répondre à tout le monde de l'administration, quand bien même un tiers indépendant serait venu, pour que l'administration puisse également effectuer ce contrôle. Il a été rajouté par le Sénat la possibilité de définir la notion de tiers indépendant, parce que c'était une question qui a été soulevée voilà, par pas mal d'acteurs sur le marché. Il devrait également être précisé par décret certaines dérogations pour les TPE-PME. Sur ce point, donc c'est un point qui a été créé par le Sénat dans le texte qui a été voté la semaine dernière, mais le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Et enfin, il y a une opposition entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur la prise en charge de la rémunération du tiers indépendant en cas de présentation des matières premières agricoles de façon agrégée, donc en fonction du système choisi. Donc ça, on verra ce qui sera décidé. Enfin, 2 autres éléments qu'on souhaitait vous préciser concernant les conditions générales de vente. Jessica va le détailler un peu plus, mais il y a un nouveau régime contractuel qui figure à l'article 443.8 qui concerne les denrées alimentaires et le pet food, sauf exclusion de certains produits et sauf grossistes, qui prévoit que les conditions générales de vente doivent être communiquées dans un certain délai. L'Assemblée nationale avait fixé le 1er janvier, donc ce qui réduisait la négociation commerciale à 2 mois, puisqu'on était toujours sur la signature d'une convention écrite au 1er mars.
Et au Sénat, il a été réintroduit donc la possibilité de, il a été décidé de réintroduire la date butoir du 1er décembre, comme c'est le cas pour les négociations sur les produits PGC. Une autre précision, il a été introduit donc à la fois dans le texte de l'Assemblée nationale et du Sénat, une obligation pour le distributeur de répondre de façon explicite et détaillée à vos conditions générales de vente, puisque vous le savez, depuis la loi Egalim, les distributeurs doivent répondre à vos conditions générales de vente. Ils doivent répondre à vos conditions générales de vente, mais il n'était pas indiqué qu'ils devaient répondre de façon explicite, motiver leur refus de façon explicite et de façon détaillée. Donc là, c'est une précision qui vient puisque depuis 2 ans, on a bien vu que pas mal d'enseignes, finalement, ont répondu de façon assez courte à vos conditions générales de vente et n'ont pas motivé de façon détaillée leur refus ou les éléments qu'ils souhaitaient soumettre à la négociation. Donc, c'est un point qui est venu rectifier la proposition de loi Besson-Moreau. Et donc, la spécificité des denrées alimentaires et de cet article 443.8, c'est que cette obligation de réponse du distributeur doit être faite dans un délai d'1 mois à compter de la réception des conditions générales de vente. Donc ça, c'est un nouveau délai qui a été introduit qui permet d'avancer un certain calendrier de négociation. Et pour les PGC, cette obligation de répondre de façon détaillée à vos conditions générales de vente a également été précisée. Toutefois, il n'y a pas ce délai d'1 mois applicable. Donc pour les produits PGC, on est sur une obligation du distributeur de répondre dans un délai raisonnable à compter de la réception de vos conditions générales de vente. Du coup, Jessica. Du coup, je prends le relais sur le deuxième outil, on va dire, de la proposition de loi Besson-Moreau pour atteindre ces objectifs de meilleure rémunération de l'amont agricole. En fait, il y a un nouveau régime qui a été créé à l'article L443.8. Donc en fait, on retrouve un peu les éléments de la convention écrite de 441.3 et 441.4, mais ici applicable à ces produits denrées alimentaires et pet food, mais surtout applicable à toute relation entre un fournisseur et un acheteur. Donc, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que la notion d'acheteur est assez importante parce qu'elle est beaucoup plus large que la notion de distributeur qu'on retrouvait dans les anciens, qu'on retrouve dans les articles 441.3 et 441.4, avec les interprétations de la doctrine sur cette définition de distributeur. Ici, on vise clairement toute relation entre un fournisseur et un acheteur, à l'exclusion ici aussi des grossistes, de certains produits qui seront définis plus tard par décret. Et le texte exclut également L631-24, donc c'est le contrat obligatoire entre avec le premier acheteur. En fait, c'est juste pour dire que sur les formalités de ce contrat, on ne doit pas retrouver les mentions, c'est assez logique, on ne doit pas retrouver les mentions du contrat aval entre le fournisseur et son acheteur. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que ça va avoir des conséquences considérables pour les industriels. Parce que là où finalement ils étaient obligés de contracter avec leurs distributeurs, demain, face à un restaurateur, il n'y avait pas de contractualisation obligatoire. Demain, il y a une contractualisation obligatoire. Et puis la peur qu'on a, c'est vraiment sur l'amont, c'est-à-dire tous les produits alimentaires que vous achetez pour rentrer dans les recettes. Là, on a un fournisseur de produits alimentaires, on a un acheteur de produits alimentaires. Vous allez être obligé de contracter selon une forme, 1 an, 2 ans, 3 ans, avec une négociation, un contrat signé au plus tard le 1er mars. Donc finalement, l'industriel qui pouvait se dire, j'ai ce système de contractualisation obligatoire avec des distributeurs, c'est déjà suffisamment lourd, mais j'arrive à le gérer. Là, finalement, il va étendre sa contrainte de contrat obligatoire. Tout à fait. Et donc l'article 443.8 ajoute, pour faire écho à ce dont Adélaïde vient de vous parler sur les CGV et les différentes options à la disposition du fournisseur, un texte clair qui dit que si j'ai choisi l'option 1 et que je mentionne la part agrégée des matières premières et la part agrégée des matières premières qui entrent dans la construction de mon tarif,
on doit mentionner cette part agrégée dans la convention et on doit détailler les modalités de prise en compte de ce prix d'achat dans la construction du prix convenu. Et le texte rappelle bien que cette part agrégée du tarif ne doit pas faire l'objet d'une négociation. Si je suis dans la deuxième option et du coup que je suis concernée par une évolution tarifaire et que j'ai fait intervenir un tiers indépendant pour attester de la part des matières premières agricoles dans cette évolution de mon tarif, comme Adélaïde vous l'a précisé, le tiers doit intervenir pour certifier cette part, et en l'absence de certification par le tiers, le texte prévoit que le contrat ne peut pas être légalement conclu. Donc ça donne une réelle force finalement aux obligations qu'on retrouve dans les CGV qui sont qui pèsent sur le fournisseur et qu'on doit finalement retrouver ensuite dans le contrat qui matérialise l'accord entre le fournisseur et le distributeur. Donc, sur l'absence de négociabilité, on retrouve la part agrégée du tarif du fournisseur, mentionnée dans les CGV, ou si vous avez fait l'option d'avoir recours à un tiers indépendant, c'est l'évolution tarifaire liée aux matières premières agricoles qui ne peut pas non plus faire l'objet d'une négociation. Oui, et là on sait que c'est quand même, alors j'aime pas le dire comme ça, mais au final assez théorique, parce qu'effectivement on a la négociation d'un prix, et à travers cette négociation du prix, on dit bah, vous pouvez négocier le prix, mais vous ne pouvez pas négocier cette composante du prix. Ça va être très compliqué. Et on voit bien que du coup, pour l'industriel, le jeu, la stratégie peut être en même temps d'être attaché finalement à l'absence de négociabilité de la part de matières premières et de dire la seule manière avec laquelle effectivement il pourrait y avoir une matière première qui ne serait pas négociée, c'est que le reste de la négociation porte bien sur des avantages avec des contreparties réelles justement proportionnées. Voilà, et ça va être ça. Et finalement, le distributeur qui se dirait, bah oui, effectivement, je ne peux pas négocier ces 5% parce que c'est une hausse certifiée, mais en même temps, je pourrais négocier une déflation de 5% sur le reste, et ben c'est de dire, bah oui, mais pour négocier, il faut que vous m'apportiez une contrepartie réelle et une contrepartie dont j'ai besoin. Et ça, ce sera ça à mettre en œuvre. Sinon, effectivement, dans une négociation purement en 3 fois net, le texte risque d'avoir finalement un intérêt limité. Donc il y a un vrai travail. C'est pour ça que je disais au départ, c'est aussi important que la LME. C'est toute une stratégie de négociation derrière qui potentiellement peut changer. Et on a un temps extrêmement court, on le verra, pour implémenter ces changements. Voilà, donc un vrai travail à réaliser sur la négociation. Donc ensuite, 2 éléments qu'on retrouve également dans l'article 443.8. La convention doit mentionner chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire auxquels se sont engagées les parties à l'issue de la négociation. Donc c'est le principe de la rémunération dit ligne à ligne. Quand on regarde les discussions de la Commission des affaires économiques, l'objectif affiché, c'était de détailler davantage les conventions écrites et de lutter un peu contre des pratiques de rédaction un peu floue de services englobants et de rémunération globale finalement face à ces contreparties. Donc on intègre vraiment un détail sur quelle obligation et comment cette obligation est rémunérée, donc à la ligne. Du coup, on va citer aucun distributeur, mais un distributeur qui dirait voilà mon catalogue. Et en face, c'est une remise de 12%. Et voilà tout ce que vous faites pour moi. Demain, c'est plus possible. Ça ne marche plus. D'accord. Et donc, juste une précision, l'Assemblée nationale, au début, avait intégré cette disposition dans l'article 441.3. Donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est avec un champ d'application beaucoup plus large aux relations fournisseurs-distributeurs sans distinction de produits. Et le Sénat a tenu à circonscrire cette nouvelle obligation aux produits visés par 443-8. Voilà, donc les fameux produits alimentaires et pet food. Et pet food. Et encore un point sur la clause de révision automatique des prix. Donc cette nouvelle convention de l'article 443.8 doit contenir une clause de révision automatique qui doit être déterminée sur la base de la variation du coût des matières premières. Le texte précise bien que les parties restent libres, en fonction de la durée du cycle de production, de déterminer la formule de révision et les indicateurs utilisés. Mais le Sénat a tenu à ajouter que si
l'acquisition de la matière première fait l'objet d'un contrat écrit de L631-24-1. On n'a pas vraiment parlé de la partie amont parce que sinon on n'aurait pas pu tenir le délai. Mais voilà, il y a une nouvelle obligation de contractualisation écrite à l'amont. Et donc, si on est dans ce schéma, la clause de révision doit obligatoirement inclure les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture visés dans cette convention. Voilà, c'est quand même là aussi des conséquences qui sont potentiellement considérables. C'est-à-dire que là où on était quand même relativement habitué à un prix flat tout au long de l'année, hein, c'était même le texte, hein, il doit être fixé au plus tard le 1er mars, et on sait que quand on voulait le modifier, il fallait forcément l'accord des deux, et là on est en train de nous dire, non, il faut une clause de révision. Alors bien évidemment, on a tous en tête qu'on peut toujours mettre une clause de révision et faire en sorte qu'elle ne fonctionne jamais. Si je dis, si ma matière première augmente de 400%, la révision bougera, on sait que ça ne sera jamais le cas, et je l'aurais fait. En même temps, on pourra considérer que c'est une forme de fraude, parce que on a fait en sorte que le texte ne s'applique pas, et potentiellement, pour celui qui l'aurait exigé, ça serait un déséquilibre significatif, sans doute. Voilà. Donc, la clause de révision, il va falloir la faire fonctionner, et bien évidemment, avec toute la réflexion qu'on doit avoir dans la négociation ça veut dire que les prix peuvent changer pendant l'année. Prix qui changent, ça veut dire prix qui doivent être encodés. On sait qu'à chaque fois que les prix sont encodés, potentiellement, on s'expose à des litiges de tarifs. Quand on les a une fois au 1er mars, ça va. Si les prix varient 3 fois dans l'année, 3 fois plus le 1er mars, ça va commencer à coûter cher aux entreprises et notamment aux industriels, avec un coût induit bien évidemment pour les distributeurs. Donc il y a une vraie réflexion. Et nous, on est à ce stade extrêmement favorable à traiter ce sujet dans les CGV. En fait, tout ce qu'on présente du cadre réglementaire, le ligne à ligne, la clause de révision automatique, c'est une nouvelle manière de traiter et les CGV socle de la négociation commerciale. C'est un super outil pour effectivement évoquer ces sujets-là. Alors, finalement, on n'est pas complètement au bout du dispositif. Hein. On voit bien l'articulation. Hein. L'articulation, c'est plus de focus sur les matières premières au sein de la négociation, mais finalement avec l'envie quand même de remettre en cause le modèle de négociation aujourd'hui, puisque les députés et les sénateurs sont un peu convaincus que le modèle de négociation de la LME, c'est ce qui a donné lieu à la guerre des prix et c'est ce qui a entraîné non seulement la baisse de rentabilité de l'industrie alimentaire, mais également l'impossibilité pour cette industrie alimentaire de mieux rémunérer l'amont agricole. On va pas rentrer, on va pas rentrer, c'est sûr, dans la polémique à ce titre-là, mais il y a une vraie volonté. Et l'une des dispositions qui a été accueillie favorablement par l'Assemblée et par le Sénat, c'est la prohibition de la discrimination. Et vous savez que l'enjeu de la LME, clairement, c'était justement de supprimer l'interdiction de la discrimination. Pour ceux qui travaillent déjà dans ce domaine-là à l'époque, vous vous souvenez que c'est ce qui a entraîné également la création de l'interdiction de la soumission, de la tentative de soumission à un déséquilibre significatif. C'était pour réguler en disant demain, si la discrimination est possible, les distributeurs auront plus facilement la possibilité de demander directement des réductions de prix. Et face à ça, il faudrait un contre-feu, un contrepoids, on disait un garde-fou à l'époque, qui serait effectivement l'introduction du déséquilibre significatif. On est en 2008 et en 2021, on réintroduirait la prohibition de la discrimination avec une version qui est un peu différente entre l'Assemblée et le Sénat, mais ça se comprend, l'Assemblée veut réserver ça à certains produits. Donc, vous avez vu les fameux produits avec une matière première qui pèse plus de 25% ou un produit composé de plus de 50% de matière première agricole qui pèse plus de 25%. Comme le Sénat considère qu'on doit l'ouvrir, le Sénat dit non, il n'y a pas de raison de le limiter. De toute façon, moi, je ne limite pas l'obligation d'information, je ne limite pas plus la prohibition de la discrimination. Donc, clairement, ça
c'est un élément majeur dans la gestion de la négociation. Je ne négocie pas de la même manière si j'ai l'interdiction de la discrimination ou si je n'ai pas l'interdiction de la discrimination. Si on a effectivement l'interdiction de la discrimination, qui est une interdiction réciproque, ça aussi c'est très important, c'est que c'est autant le distributeur qui ne peut pas vous demander des conditions de vente, des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles, que vous qui ne pouvez pas l'octroyer. Donc il n'y a même pas besoin de soumission, il y a juste dans la discrimination besoin de comparer et de dire à un moment, je suis désolé, je considère effectivement que c'est discriminatoire. Ce qui va être très intéressant à ce titre-là, c'est de surveiller comment ça va être appliqué. Comment ça va être appliqué par les partis, comment ça va être appliqué par l'administration. On a un précédent, c'est la loi Galland. La difficulté de la loi Galland, c'est qu'en fait, on est dans une autre économie, dans un autre rapport de force, et surtout, on a un autre calcul du SRP. Donc, à l'époque de la loi Galland, très clairement, tout le monde, quasiment tout le monde, était d'accord pour l'appliquer tel quel, et tout le monde y a gagné beaucoup d'argent. Et même le distributeur qui se faisait fort, effectivement, d'être le moins cher de France, l'a accepté pendant un temps, et ensuite, effectivement, a trouvé des parades, notamment à travers la création des NIP, pour venir contourner le calcul du seuil de revente à perte et vendre moins cher que ses concurrents. Voilà, mais tout le monde l'a accepté. Aujourd'hui, on est dans un modèle de guerre des prix, une distribution beaucoup plus concentrée, plus tellement de croissance de la demande, c'était encore le cas à l'époque. Et puis, rappelez-vous, regardez les taux d'inflation de l'alimentaire à l'époque, 5% par an, c'était dans la norme. Et c'est ce qu'a voulu casser, la LME. Donc là, on va avoir vraiment un sujet très important à vérifier, mais clairement, ça pèse sur la stratégie commerciale, cette interdiction de la discrimination. Sans doute, un certain nombre de distributeurs et de fournisseurs vont réfléchir à où je loge finalement ma négociation. Peut-être dans des conditions très spécifiques à tel ou tel distributeur. Par exemple, des réductions de prix conditionnelles, où là, on peut moins facilement considérer qu'il y a de la discrimination. Ou alors sur de la rémunération de services. Donc, il y aura une vraie réflexion et sans doute un vrai partage avec vos clients à ce titre-là. Dans les autres éléments d'apport de cette loi, il y a une extension de la clause de renégociation. Vous savez aujourd'hui que pour certains produits particulièrement sensibles à la variation des matières premières agricoles, il y a l'obligation d'avoir une clause de renégociation et le Sénat a tenu à élargir le champ d'application de cette clause de renégociation. Les députés y sont assez opposés, le gouvernement y est assez opposé, mais au final, on aurait peut-être quelque chose à ce titre-là. Alors là, il va falloir qu'ils se mettent d'accord, parce que si d'un côté, j'ai une clause d'indexation qui porte sur les matières premières et que j'ai une clause de renégociation qui peut également porter sur les matières premières, ça va quand même devenir un tout petit peu compliqué. Donc, voilà, l'une des recommandations qu'on pourrait faire à la CMP, c'est de dire, OK, clause d'indexation matières premières, clause de renégociation, faites ça sur les autres intrants, ce qui serait une très bonne idée, parce qu'il n'y a pas que la matière première agricole qui vient peser sur vos comptes d'exploitation. Le contrat MDD, ça c'est finalement, j'allais dire, une nouveauté du Sénat. L'Assemblée avait décidé de mettre un engagement de volume prévisionnel. Le Sénat a largement élargi cela en créant un vrai régime MDD. Je trouve finalement que les éléments qui peuvent être importants par rapport à ça, c'était déjà dans l'idée de l'Assemblée, c'est la partie relative au volume prévisionnel et la partie relative à la clause d'indexation. Voilà, c'est vraiment deux des éléments majeurs. Voilà, il y en a d'autres. C'est intéressant de voir que finalement, le contrat MDD, longtemps oublié, parce qu'on considérait qu'en MDD, tout se passait bien. Finalement, quand on a regardé de plus près, on s'est aperçu que tout ne se passait pas si bien que ça. Voilà. Et donc, le Sénat souhaite faire rentrer dans la loi une bonne partie de la recommandation CEPC 20-2. Autre élément qui s'ajoute, alors là, on s'écarte de plus en plus des agriculteurs, on est d'accord, mais malgré tout, ça pèse sur la relation fournisseur-distributeur, donc indirectement, ça va peser sur l'amont agricole. C'est tout un article
qui doit encore être un peu travaillé, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses assez imprécises, mais tout un article qui vient traiter avec des vraies innovations. Innovation, alors pas forcément innovation par rapport à la recommandation CEPC qui existait déjà, mais innovation puisque obligation de mentionner un taux de service, le montant des pénalités qui est capé et surtout le fait que les pénalités, c'est juste en bas du slide, les pénalités uniquement en cas de situation ayant entraîné des ruptures de stock ou démonstration par le distributeur par écrit d'un préjudice. Hein. Donc on voit bien que là, on est sur des pénalités qui s'orienteraient vraiment sur la partie mévente. Vous savez qu'il y a deux parties, hein. Il y a la partie mévente et puis la partie désorganisation logistique. Désorganisation logistique, il faudrait prouver d'un préjudice, alors que mévente, là, effectivement... ça fait partie des pénalités qu'on considère comme acceptables finalement, hein, parce qu'elles ont réellement pesé sur le distributeur. Et puis, pardon. Ah oui, c'était juste... Ça, c'est le point le plus intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on recommande aux industriels, c'est d'ajouter des pénalités dans leurs conditions générales de vente. Et le Sénat est venu introduire cette possibilité avec un nouvel article qui prévoit la possibilité pour le fournisseur d'appliquer des pénalités et tout un régime applicable réciproque à celui du distributeur. Et oui, c'est vrai que, et on le sait ça, que dans la contestation des pénalités, c'est peut-être un peu malheureux, mais l'une des réponses, c'est de dire, écoutez, si notre relation fait qu'on doit gérer le non-respect du contrat par un système de pénalités, il est légitime qu'il soit réciproque. Après, on peut aussi le gérer autrement que par un système de pénalités. Il se trouve effectivement que les industriels et les distributeurs sont aujourd'hui dans un système de pénalités. Voilà, on ne reviendra pas là-dessus. On peut trouver ça dommageable, mais en tout cas, l'une des réponses, c'est effectivement la réciprocité. Un élément, mais sur lequel on va passer rapidement, parce que ceux qui le connaissent, en tout cas pour la partie loi ASAP, c'est lié au SRP, où effectivement il y avait un certain nombre de récriminations tout à fait justifiées sur des produits, sur l'application du SRP plus 10, donc les produits qu'on a listés seront soumis à de nouvelles obligations. Et puis enfin, un point qui peut être vraiment intéressant, c'est l'entrée dans la loi de la réciprocité, puisque les délais de paiement indiqués sur les factures émises par les distributeurs ne pourront plus être inférieurs aux délais de paiement indiqués sur les factures émises par les fournisseurs. Voilà, donc ça aussi, c'est un point qui est extrêmement important pour ceux aujourd'hui qui n'ont pas réciprocité de délai de paiement. Alors, comme tout serait amélioré, hein, parce que vous me direz, mais du coup, comment on gère ce délai de paiement par rapport à un acompte, où bien évidemment, du coup, on paye le service avant qu'il ait eu lieu, puisque c'est un acompte. Voilà, tout n'est pas parfait, mais on peut dire quand même que ça va dans le bon sens. Alors, il y a une question essentielle qui est finalement, une fois que j'ai tout ça, qu'est-ce que je fais demain en tant qu'industriel? Et là, le gouvernement nous a préparé un espèce de cocktail. Franchement, on a mis longtemps à comprendre, hein, on a pas mal travaillé ensemble sur le sujet pour se dire, mais qu'est-ce qu'on veut exactement? Et le régime est le suivant. Tenez-vous bien. Si vous communiquez vos conditions avant le 1er novembre 2021, encore une fois, en imaginant que la loi sera publiée au journal officiel courant octobre. Si vous vous communiquez vos CGV avant le 1er novembre 2021 et que votre contrat est signé avant le 1er janvier 2022, le nouveau régime ne s'applique pas à vous, tel qu'il est construit aujourd'hui. Si vous communiquez vos conditions générales avant le 1er novembre 2021, vous n'appliquez pas la nouvelle loi, vous ne précisez rien sur les matières premières agricoles, mais le 1er janvier, le 31 décembre, vous n'avez pas conclu l'accord. À ce moment-là, il faudra mettre en conformité les CGV avant la conclusion du contrat, et même ce qui est précisé dans l'exposé des motifs, il faudra reprendre la négociation sur la base de nouvelles CGV. Ouais. Bon, alors là, franchement, c'est deux pour le prix d'une. Hein, c'est-à-dire que vous aviez une négociation, maintenant vous en avez potentiellement deux. Et vous imaginez, vous avez commencé une négociation sur la base de CGV et tout d'un coup vous dites, ah ben non, maintenant, interdiction de la discrimination, interdiction de la négociation de la part de matières premières agricoles. Enfin, voilà, imaginez ce que ça peut faire. Si vos CGV sont émises après le 1er novembre 2021, peu importe de savoir
quand est-ce que va être conclu le contrat, de toute façon, vous devez appliquer la loi Besson-Moreau. Voilà. Donc, il y a vraiment une question qui se pose à vous, et elle est double. Elle est double. C'est est-ce que je veux échapper au système, et est-ce que c'est favorable, hein. Je sais ce que la plupart des industriels se disent, c'est très compliqué, si je peux gagner une année, tant mieux. Mais c'est quoi gagner une année? Si vous avez des concurrents qui sont protégés sur leur part de matières premières agricoles, sur la discrimination, et que vous êtes le concurrent qui n'est pas protégé de ça, vous savez effectivement comment travaille la distribution avec un système de péréquation et qui est classique. Tout le monde travaillerait de la même façon. À partir du moment où vous avez une contrainte sur certains opérateurs et pas de contrainte sur d'autres, bah vous savez comment vous allez agir. Donc il y a une vraie réflexion, pas seulement de dire « Ah chouette, j'ai trouvé le système, il faut absolument que je contacte mes distributeurs pour être sûr de signer avant le 1er janvier et donc du coup je leur communique mes CGV ». Non, c'est vraiment, est-ce que c'est un intérêt de le faire? Et attention en matière de précipitation, nous on a un avis par rapport à ça, hein, c'est clairement qu'on pense qu'il vaut mieux rentrer dans le régime le plus rapidement. Après, bien évidemment, c'est loin d'être une recommandation et ça vous appartiendra effectivement de décider quoi faire. Sur le reste de l'entrée en vigueur, pour la MDD, bah, tous les contrats conclus à partir du 1er janvier 2022 devront respecter la loi et les conventions en cours devront être mises en conformité en 2023. Alors là, mis en conformité en 2023, au 1er janvier 2023 pour les conventions MDD et pour les conventions non MDD, conventions marque nationale, que vous auriez conclu une convention pluriannuelle. Dans ce cas-là, la convention pluriannuelle devra être mise en conformité avec les nouvelles dispositions au plus tard le 1er mars 2023. Et puis il y a des éléments qui rentrent en vigueur ou qui rentreront en vigueur immédiatement, le régime de pénalité, la clause de renégociation, la réciprocité des délais de paiement ainsi que la modification du seuil de revente à perte.